We are at the 11th East-West Philosophers Conference here in Honolulu. And I have a very special guest I would like to introduce. This is Dr. Rida Chenoufi from the University of Tunis. It is much more comfortable if I conduct this interview in French, so we're going to switch to French, but eventually there will be English subtitles. Dr. Chenoufi, nous sommes très heureux de vous avoir ici avec nous à notre conférence. Je suis sûre en fait, c'est la première fois que nous avons un philosophe tunisien. Il y a une grande curiosité pour tout ce qui touche la Tunisie. Il y a toute l'histoire de la révolution, la printanière, comme on l'appelle ici aux États-Unis. Donc tous les développements. Et bien sûr, pour nous, la grande question est où est le philosophe en Tunisie? Quelle est la place du philosophe en Tunisie? Merci beaucoup d'abord pour cette invitation et je suis vraiment très honoré d'être ici et surtout que je sais ce que vous faites pour la philosophie arabe et islamique ici à Hawaï. Et je crois que les gens d'ici, les étudiants d'ici ont la chance de vous avoir comme professeur. En ce qui me concerne, je pense que la philosophie a toujours été importante, quoi qu'on dise et contrairement à ce qu'on croit. Nous savons tous que généralement on présente le philosophe comme quelqu'un qui parle et que personne ne comprend et qui n'arrive pas à suivre les événements, il n'a aucun rôle à jouer dans la cité. Et pourtant, je pense que si l'on regarde l'histoire, en tout cas de la Tunisie contemporaine et actuelle, c'est-à-dire après la Révolution, le rôle de la philosophie a été très important. Déjà, vous savez très bien qu'en 1956, la Tunisie a eu son indépendance, et là, toutes les générations qui ont eu la chance d'aller à l'école, à ce moment-là, ont fait de la philosophie en classe terminale. Ça veut dire en fait que c'était pour toutes les disciplines la matière la plus importante qui ouvre les esprits à la culture occidentale et en fait à toutes les cultures, pas seulement occidentales, tout en essayant d'ancrer la personnalité du Tunisien, du jeune Tunisien, dans sa culture et dans son histoire et dans sa tradition. Et contrairement, je me permets de le dire, contrairement aux autres pays arabes et islamiques, nous avons, grâce à la philosophie, institué ce qu'on appelle l'esprit critique pour la jeunesse. Et deuxièmement, nous avons gardé la langue française, non pas parce que nous sommes soumis, comme on dit, à la France et on n'arrive pas à se détacher de l'emprise de colonialisme, mais parce que tout simplement nous sommes réalistes, nous sommes pragmatiques. Nous sommes réalistes parce que c'est dommage que la Tunisie ne profite pas de tout l'apport qui est venu, certes, avec la colonisation, mais quand on est intelligent, on peut effectivement utiliser tous les moyens, et quand même pas n'importe quel moyen, toute la culture et la science occidentale. Et donc ce qui fait que les gens de ma génération, par exemple, ont étudié en deux langues, donc c'est le bilinguisme, et la philosophie, comme vous le savez, elle est critique non seulement pour les sciences, mais pour l'histoire, et elle a ouvert
d'énormes possibilités aux jeunes Tunisiens de non seulement savoir ce que c'est que la liberté individuelle, surtout parce que le problème c'était comment dans une société traditionnelle où c'est en fait la communauté qui impose aux jeunes un certain type de conduite, comment dans cette société on arrive à donner une place à l'individu. Et ça a été fait en Tunisie et pas dans les autres disciplines. Et pour la petite histoire, en fait, et comme une anecdote, quand j'ai choisi de faire de la philosophie à la faculté, il y a eu deux tendances. La tendance d'un oncle qui était très religieux, mais d'une manière très traditionnaliste. Pour lui, il a trouvé que c'était un mauvais choix, parce que la philosophie, pour lui, c'est l'athéisme, c'est contre la religion. Alors que mon père, qui était imam, a trouvé ça tout à fait raisonnable, et au contraire, il m'a beaucoup encouragé. Parlons de l'esprit critique. Le philosophe auquel on pense d'abord, c'est Descartes. Et je suis sûre que la philosophie cartésienne joue un grand rôle dans le département de philosophie à Tunis. Quels sont les autres champions philosophiques pour le moment en Tunisie? Qu'est-ce que les étudiants aiment bien lire? Alors actuellement, si on parle de la situation actuelle des étudiants tunisiens, je pense qu'il y a un changement qui a un rapport avec la maîtrise de la langue française. Maintenant, les étudiants tunisiens maîtrisent plus la langue arabe que la langue française. Ils lisent le français, et même ils lisent parfois même d'autres langues, mais ils préfèrent la langue arabe, utiliser la langue arabe. Et ils s'orientent aussi vers les auteurs arabes contemporains et pourquoi pas, à la limite, il n'y a aucun problème, parce que la transition s'est faite d'une manière très souple. On n'a pas fait comme d'autres pays qui ont arrêté la fréquentation des textes occidentaux et ils ont arrêté l'utilisation de la langue française. La transition s'est faite d'une manière très normale, c'est que maintenant, puisqu'ils utilisent plus les textes arabes, bien sûr qu'ils intègrent aussi des penseurs arabes, qu'ils soient anciens ou contemporains, et à mon avis, je trouve que c'est une très bonne chose, parce que en Tunisie, nous n'avons plus ce clivage. Ou bien vous faites de la philosophie occidentale, ou bien vous faites de la philosophie arabe et islamique. Et nous avons, sans le savoir, compris en fait que la pensée, elle ne peut pas être compartimentée, ni réduite à des tiroirs comme ça. Je pense que les étudiants peuvent utiliser, quand ils traitent une question donnée, ils peuvent utiliser tous les auteurs, peu importe qu'ils soient occidentaux ou arabes. Quand on lit d'autres philosophes arabes contemporains, il y a une question qui est vraiment la question de la langue. Par exemple, El-Jabiri et aussi Hassan Hanafi et beaucoup d'autres, tous se plaignent à un moment donné qu'ils se sont rendus compte dans leur jeunesse qu'ils avaient appris la philosophie dans une langue autre
arabe, français, dans le cas du Maroc comme pour la Tunisie, mais dans le cas de Hanafi, anglais, allemand et tout ça. Et en plus, dans leur langage quotidien, c'est pas l'arabe classique qu'ils utilisent, c'est toujours le dialecte de leur pays. Et quand ils ont essayé d'écrire en arabe, ils ont trouvé que c'est très difficile parce que le modèle qu'ils avaient appris dans les lycées, c'était le modèle classique avec les proverbes, avec les expressions déjà faites. Et ils trouvaient qu'il était très difficile de trouver son propre style, disons un style le XXe siècle, au XXIe siècle. Et ça m'a beaucoup frappée parce que j'ai trouvé ça fréquemment dans les textes des philosophes arabes. Alors, je suis très curieuse. Est-ce que vous, dans votre travail, est-ce que vous trouvez que ça aussi c'est une difficulté, la question de la langue arabe? Ah non, pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Je suis étonné, mais en même temps amusé, en fait. Pourquoi? Parce que moi, j'ai écrit surtout en français et même aussi des textes en allemand. Mais je dois avouer que après la Révolution, j'ai tout de suite changé. Comme lorsqu'on zappe à la télé, on passe d'une chaîne à une autre. Et ça a été pour moi une décision et j'ai tout de suite écrit en arabe. Mais j'avais un complexe, je dis toujours « Ah, j'ai écrit mais je ne sais pas si c'est bon, etc. » Et à ma très grande surprise, on m'a dit mais vraiment, mais tu es très fort, toi. Comment tu as fait pour pouvoir écrire dans une langue aussi correcte et simple en même temps? Non, je pense que, et d'abord, je dois dire que contrairement aux Égyptiens, que j'adore par ailleurs, bien sûr, et que je respecte, nous n'utilisons pas le dialecte, ni lorsqu'on enseigne, ni lorsqu'on écrit. Pour nous, le dialecte, c'est le dialecte, mais lorsqu'on est en train d'écrire un texte, on écrit en arabe. Pourquoi? Parce que, contrairement là aussi à ce qu'on croit, en Tunisie, nous étions bilingues, de vrais bilingues, et nous étions très attachés à la langue arabe. Et c'est des mécanismes qui reviennent tout de suite, en fait. Il suffit de décider et de commencer. Et maintenant, j'ai beaucoup de plaisir à écrire en arabe et ça passe, il n'y a aucun problème. Et j'enseigne d'ailleurs en arabe et en français. Oui, bien sûr, je ne vais pas nier qu'en français, il y a les concepts qui viennent plus facilement. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est le problème de la traduction. Et nous avons de très très bons traducteurs. Beaucoup de collègues maintenant traduisent en arabe. Et je dois dire que quand j'ai à chercher un auteur traduit en arabe, je cherche surtout un Tunisien qui traduit, pas par nationalisme, mais parce que le texte est toujours, à mon avis, meilleur. Je suis très contente de voir que la Tunisie est très détendue, même dans le champ de la philosophie. Passons de la question de la langue arabe à la philosophie arabe. Comme vous le savez, on tend à confondre philosophie islamique et philosophie arabe, parce qu'on se dit la philosophie islamique a surtout utilisé la langue arabe, alors on peut l'appeler arabe, alors que durant le XXe siècle, on a vu des auteurs nouveaux du monde arabe qui ont non seulement écrit dans leur propre langue, mais qui ont commencé à réfléchir aux valeurs arabes, à l'histoire arabe, au futur arabe, l'éducation arabe. Al-Jabri a écrit par exemple sur un concept de la raison arabe. Ça m'a l'air d'être quelque chose de nouveau. Alors je suis de nouveau curieuse de savoir si en Tunisie on suit ce nouveau mouvement. Je dois dire qu'en fait, ce mouvement n'est pas nouveau, je regrette. Par exemple, vous me parlez de Hassan Hanafi, et je me rappelle, moi, quand j'étais étudiant, j'ai lu quelques textes Hanafi, de Al-Jabri aussi. Je pense que ce n'est pas nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est une attitude
critique vis-à-vis de l'idée qu'on se faisait de la science et de la philosophie. Avant, on pensait que la philosophie, c'est Kant, Hegel, etc., Descartes. Mais maintenant, on n'a plus ce complexe, en fait, c'est ça qui est nouveau. Mais nous avons toujours eu des penseurs qui ont utilisé la langue arabe, tous les penseurs nationalistes arabes tels que Rachid Rida et Mohamed Abdou, etc. Donc, avec Ibn Khaldoun, par exemple, je pense qu'on ne peut pas demander mieux, on ne peut pas être complexé lorsque on a Ibn Khaldoun comme compatriote, comme quelqu'un qui a écrit ces très beaux textes. Non, je pense que, par contre, ce qui me gêne un peu personnellement, c'est cette histoire quand on parle de l'homme arabe, quand on parle de la raison arabe. Personnellement, ça me gêne un peu. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de raison. La raison est une. Tout ce qu'on peut dire, c'est peut-être un certain mode de pensée. Et même là, j'en doute un peu. J'ai tout simplement une seule suggestion. Si l'on dit la raison arabe ou la raison occidentale, ça doit être pris dans le sens d'un débat à l'intérieur du monde arabe. Et un débat dans le sens habermasien, par exemple, la raison, c'est la communication, c'est l'argumentation, c'est une communauté d'argumentants. Là, je trouve que c'est tout à fait possible. C'est, quand vous dites la rationalité arabe, c'est l'ensemble des débats, des arguments et de contre-arguments concernant une question qui peut être arabe comme elle peut être, je ne sais pas moi, chinoise ou autre. Ça, je suis plutôt d'accord. Une question quand même sur Ibn Khaldoun. Vous êtes tunisien, lui c'est un des grands de l'Afrique du Nord. Et comment voyez-vous l'importance d'Ibn Khaldoun aujourd'hui? Il y a la grande statue bien sûr à Tunis. Est-ce qu'il inspire la nouvelle génération? Oui, il inspire absolument les nouvelles générations. Il y a une communauté de Khaldouniens, des gens qui se réclament d'Ibn Khaldoun. Il y a des colloques sur Ibn Khaldoun assez réguliers. Et en ce qui me concerne, moi je pense que c'est quelqu'un qui a qui a eu une vision très percutante, très pertinente. Et personnellement, je le compare, et sans aucune hésitation, à des auteurs tels que Machiavel et d'autres qui sont peut-être moins connus, mais il a une vision extrêmement intéressante, surtout en ce qui me concerne, du pouvoir politique, la théorie du pouvoir politique, le rapport entre État et la marge, que ce soit les tribus ou même il y a des auteurs qui ont abordé Ibn Khaldoun au lieu de parler du rapport entre autorité centrale et par exemple le califat ou l'autorité centrale d'une manière générale et les tribus. Ils ont essayé d'utiliser le même schéma, et je pense qu'ils ont raison, pour voir que, en fait, avec la mondialisation, il s'est produit la chose suivante, c'est que même le rapport qui était avant national, central, n'est plus, il est devenu la marge par rapport à un pouvoir mondialisé qui dépasse en fait les nations. Et sur la philosophie de la ville, la conception pour surtout les sociologues, l'idée de cette opposition entre les ruraux
et les citadins, elle a été abordée du point de vue des phénomènes des faubourgs, du point de vue des exclus qui se forment dans chaque ville autour des villes. Donc, il y a un futur pour Ibn Khaldoun et je pense que la Tunisie va jouer un rôle important dans la propagation de cette pensée très originale et très fertile. J'ai une seule question pour vous. La dernière question, c'est votre expérience ici à Honolulu avec notre conférence East-West, avec des philosophes qui nous parlent de la Chine, des Indes, du Japon. Est-ce que c'était une expérience nouvelle pour vous? Non seulement nouvelle, mais exceptionnelle. Et je ne le dis pas tout simplement pour faire plaisir à ceux qui m'écoutent. Exceptionnelle parce qu'en fait, je suis allé un peu partout, dans les villes connues, surtout en Occident, mais pour la première fois, je sens que je suis dans une atmosphère de sincérité intellectuelle qui fait qu'il n'y a pas ce clivage entre une pensée qui domine, une philosophie quand même qui repose sur la domination de l'Europe ou même d'une certaine Amérique, et les autres sont là pour parler de Descartes. Qu'est-ce qu'il a dit Kant? Qu'est-ce qu'il a dit de Heidegger? Donc c'est venir en tant que Tunisien pour parler de ce qu'a dit Hegel ou Kant, vraiment ce n'est absolument pas intéressant, c'est même pour moi en tout cas frustrant. Je ne sais pas, ça dépend évidemment, je ne juge pas les autres comment ils réagissent. Mais par contre, ici à Honolulu, j'ai senti que tout le monde est sur le même plan d'égalité, et cela s'est traduit non seulement par le discours, mais même par le visage, même par les gens, même par la physionomie des gens. Et ça, c'est merveilleux. Moi, si je crois en une chose, c'est bien en l'homme, en sa diversité. Et là, on apprend, même on apprend sur le plan esthétique, sur le plan donc, des personnes. Je vous remercie beaucoup pour votre conversation et vous serez toujours le bienvenu ici.